voit ici donc des fréquences sonores qui donnent des formes géométriques bien précises. Et donc, quand on voit aussi les flocons de neige, on se demande qu'est-ce qui leur a donné leur forme. Donc les fréquences hertziennes aussi ont des ondes. Et ces ondes, comme on l'a pu le voir avec les images d'avant, elles donnent des formes géométriques ultra précises. Le même test avec des ondes sur de l'eau. Et on constate que donc le son, les fréquences ont une influence sur l'eau. Là, c'est à une petite échelle. Il faut imaginer ça avec l'échelle donc du ciel, l'immensité du ciel. Et donc, on sait bien que le son, les fréquences se réfléchissent. Donc, c'est sur ce qu'on appelle le dôme. Mais le dôme, c'est quoi? Qu'est-ce que le dôme? Voilà, les gens disent le dôme, le dôme, le dôme. Mais c'est quoi le dôme? Vous voyez, il est vague. La lévitation. Expérience de mise en lévitation d'une toupie au-dessus d'un aimant annulaire en ferrite. La toupie contient un aimant en néodyme et les aimants sont placés de façon à se repousser. Pour stabiliser la toupie au-dessus de l'aimant en ferrite, on va utiliser un effet gyroscopique, c'est-à-dire que l'on va la faire tourner avec un moteur électrique. Lancement. Décale pour placer la toupie à la bonne hauteur. Mise en rotation. On élève la toupie à sa position de lévitation. Stabilisation. Lévitation à 5 cm de hauteur. Cette toupie va tourner ainsi pendant au moins 5 minutes. Here. So we have quantum locking. The superconductor is locked in space and it stays wherever I put it. You see, this is quantum trapping. Donc on voit que le gars là, il peut placer même à l'envers l'objet et ça ne tombe pas. Pourtant on est sur Terre, il y a de la gravité, tout ce qu'on met à l'envers doit tomber. Hein? Donc non, ça ne tombe pas. On peut le faire tourner comme une toupie, on peut le bloquer en travers. On va voir par la suite, c'est que c'est encore capable de faire. Le champ électromagnétique et le champ magnétique, ce sont deux choses qui sont sûrement complémentaires, mais qui ne sont pas la même chose. Donc là, on va observer qu'il fait avancer l'objet en lévitation autour donc de la surface aimantée. Donc on sait que deux aimants ont un pouvoir soit attractif sur une des polarités et on peut les retourner et ils ont une force répulsive. C'est pour aborder le thème des champs magnétiques. Alors on va voir que même en dessous, normalement la gravité, si elle existait, elle devrait attirer cet objet vers le bas. Vous dites oui mais c'est pas possible, il y a un aimant. Ah, le diamagnétisme, on l'abordera plus tard. Ces objets-là, ils sont en lévitation. La gravité, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est pas le tout de la calculer, de la mesurer, de l'observer. Il faut l'expliquer. Le champ
électromagnétique et le champ magnétique, ce sont deux choses qui sont sûrement complémentaires, mais qui ne sont pas la même chose. Donc il n'y a pas de gravité, il y a du magnétisme. C'est ça qui nous fait tenir. Pourquoi je montre ça? Parce que ça soit sur une terre globe ou sur une terre plate, si les gens ont les deux pieds collés au sol et que les objets jetés en l'air retombent, il y a une raison. Mais on sait très bien qu'il y a des objets qui sont plus lourds que l'air qui volent. Les avions, les gouttes d'eau, les flocons de neige, de la glace et les nuages. La supraconductivité est un phénomène physique qui peut permettre à certains matériaux, dits supraconducteurs, lorsqu'ils sont exposés à des températures très basses, de développer une résistance électrique nulle et l'effet Meissner ou diamagnétisme parfait, le champ d'application. Les champs magnétiques. La Terre a un champ magnétique, a des champs magnétiques. Comment procède-t-il? Eh bien, avec le même principe qu'un aimant ou que des aimants. On nous parle du pôle sud et du pôle nord. Certains nous parlent d'un mur de glace. Ce qui, à mon sens, aujourd'hui, au vu de ce que j'ai pu constater avec les effets du magnétisme, me paraît peu crédible. Au même titre que les arbres géants, je ne l'ai jamais caché, moi je pense que ce sont des formations volcaniques. J'ai déjà vu du bois pétrifié. Maintenant on regarde que le champ de la Terre, le champ magnétique de la Terre, peut être observable au pôle nord, dans les régions du nord. Mais il y en a aussi au pôle sud. Et si c'était un mur de glace, le sud, qui faisait tout le tour, ben on pourrait voir des champs magnétiques, des aurores boréales, aussi sur tout le pourtour, alors que ce n'est pas le cas. Donc le dôme, nous en venons au fait que le dôme n'est pas seulement au-dessus, il est aussi en dessous de la Terre plate. Il suffit de regarder quels sont les effets des aimants et leur spectre. On peut constater qu'il y a deux polarités et que, en fait, on pourrait considérer que sur la Terre plate, du pôle nord magnétique, qui serait polarisé plus ou moins, on le verra plus tard, le pôle sud qui serait polarisé plus ou moins, on le verra plus tard, chacun des pôles émet un champ magnétique qui rejoint l'intertropical, donc l'équateur, et la Terre jouant le rôle de prise de terre comme un paratonnerre, le champ magnétique se polarise en plus ou en moins selon s'il va vers le pôle sud ou vers le pôle nord. Vous allez me dire, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont la tête en bas. Ben, la tête en bas, sur une terre ronde, normalement, les globistes, eux aussi peuvent admettre qu'il y a des gens qui ont la tête en bas et parlent de gravité. Ici, on ne parle pas de gravité, on parle de magnétisme. On ne parle même pas encore d'électromagnétisme. Mais lorsqu'on observe le champ magnétique de la Terre, on se rend compte que sur les équateurs, eh bien, il y a un changement de polarité. C'est un système, on va dire, qu'on pourra observer dans le microcosme autant que dans le macrocosme. On va voir plus précisément les spectres du magnétisme. Comme ça, on pourra observer la forme du champ et les fréquences, les températures. Tout ça sont des paramètres à prendre en compte. L'observateur au pôle nord, l'observateur au pôle sud, l'observateur à l'équateur zéro n'aura pas la même observation et les phénomènes du champ magnétique ne seront pas identiques vu qu'ils ne sont pas au même endroit donc, et qu'il n'y a pas la même influence. Il faut qu'on approfondisse cela. Le dôme du dessus ne peut pas être sans le dôme du dessous de la Terre plate.
Alors, on pourrait se dire que le tropique nord et le tropique sud, le tropique du Capricorne et du Cancer, au milieu, il y a l'équateur zéro. Cette distance qu'il y a entre les deux tropiques, l'intertropique, c'est là où se fait, comme on peut le voir sur ces schémas, l'effet paratonnerre ou l'effet prise de terre qui repolarise en même temps, en plus ou en moins, selon si le champ continue vers le plus ou vers le moins, c'est-à-dire le nord ou le sud. Si on observe ce phénomène au niveau nanométrique, au niveau des protons, des électrons, on peut constater qu'il y a aussi des champs magnétiques, plus et moins. Toujours ces deux polarités, et on va observer aussi les champs magnétiques qu'ils dégagent. Alors là, ils sont montrés comme étant des ronds ou des bulles, mais c'est une représentation schématique. En vrai, les électrons ne sont pas ronds, ils n'ont pas cette forme-là, ni les protons, ni les atomes. Donc on le constate, le pôle nord d'un aimant est toujours attiré par le pôle sud d'un autre. Un champ magnétique est dirigé du sud vers le nord, à l'intérieur d'un aimant. Une boussole indique le nord, direction et sens de la composante horizontale BH du champ magnétique terrestre. Quelle que soit la position initiale de l'aiguille, celle-ci détecte ce qu'on appelle un champ magnétique et subit des actions mécaniques. Magnétisme et structure moléculaire. La symétrie moléculaire a aussi son influence sur le magnétisme de la molécule. La susceptibilité magnétique dépend en particulier du nombre d'électrons non appariés. Sous quelle forme peut-on traduire la susceptibilité magnétique? Comment la mesure-t-on? Quelles sont les conséquences sur les agencements d'orbitales dans les cas de métaux de transition qui ont plusieurs électrons célibataires? La résonance magnétique des noyaux. Le moment magnétique nucléaire est à spin égal beaucoup plus petit que le moment électronique. La formule après les deux petits points. Le champ local autour du noyau n'est pas ou peu affecté par le champ des autres molécules. Il sera affecté par le nuage électronique entourant le noyau. Le nuage électronique, c'est-à-dire quoi? Si on nous dit qu'un nuage électronique au niveau moléculaire, c'est magnétique, comment sont les nuages dans le ciel? Est-ce que c'est de la vapeur? La vapeur, c'est chaud, à ce que je sache. La vapeur, c'est chaud, ça peut même brûler, ça peut même décoller la peau. Mais les nuages, ils ne sont pas chauds. Quand un avion passe dans les nuages, il y a du givre, et même ce givre fond, c'est de l'eau. Il y a même des nuages qui sont noirs, gris foncé, où c'est carrément de l'eau, et ils flottent, ils sont plus légers que l'air. Où donc intervient cette sacrée gravité? Là, on parle de magnétisme, de champ magnétique, la présence d'autres spins nucléaires dans la même molécule.